Le paradis. Le paradis est l'endroit le plus merveilleux au monde. Il a de grandes portes qui s'ouvrent par enchantement. Au paradis, les soucis n'existent pas. Tout est tranquille et les gens sont heureux. Au paradis, la cuisine est immense et un buffet à volonté est proposé, mais pas comme vous l'imaginez, c'est beaucoup mieux. Le poisson dégage une bonne odeur et il fond dans la bouche. Au paradis, la pomme au miel est accompagnée de viande et il y a toutes les confiseries que l'on veut. Au paradis, le chocolat est en forme de cœur, agrémenté d'une pistache ou d'une amande sur le dessus. Et tout le monde peut admirer une sirène confectionnée dans un gigantesque morceau de glace. Rien n'est impossible au paradis. Le paradis est magnifique. J'en sais quelque chose puisque mon père en était le portier. Tous les soirs, je ferme les yeux en pensant au paradis pour m'endormir, et je me souviens. Il était tard lorsqu'avec mon père nous sommes arrivés au paradis. J'étais heureuse. Le paradis était baigné de lumière. Je regardais la tour Eiffel derrière quelques immeubles qui jouaient à cache-cache avec moi. Maman m'avait habillée avec de jolis vêtements. Un manteau tout neuf, une robe rouge, un collant bien épais et mes chaussures noires vernies. Dans la cuisine du restaurant, papa avait mis les repas préparés pour nous dans un sac. Tant de bonnes choses données par le chef cuisinier. Papa m'avait servi une tasse de chocolat chaud et j'avais choisi une part de millefeuille en accompagnement. Pendant que papa discutait avec un collègue, j'étais partie dans le hall. Un lustre accroché au milieu du plafond éclairait toute la pièce sans laisser aucune zone d'ombre. Il était comme mon cœur qui n'avait peur de rien. Il n'y avait personne à part moi et la réceptionniste. Papa s'inquiétait. Je l'avais entendu et j'étais revenue pour le rassurer. Il était toujours dans la cuisine. À côté, il y avait une porte entr'ouverte qui m'intriguait, alors je la poussai. Elle ouvrait sur le jardin du paradis. Un garçonnet se tenait près d'une fontaine, la main plongée dans le bassin. Il avait la même taille que moi. « Touche, c'est froid !» me dit-il. Je suis montée sur les pierres posées au pied de la fontaine et j'ai tendu la main, mais j'ai glissé. Mon bras droit s'est alors retrouvé plongé jusqu'au coude dans l'eau de la fontaine. « Les pierres sont mouillées !» me dit-il en me retenant. J'avais froid, l'eau était glaciale et j'avais peur pour ma robe toute neuve. Tout en me retenant, il m'avait aidé à sortir ma main hors de la fontaine. Avec le coin de sa chemise, il avait essuyé ma manche mouillée. Puis, le bras tendu, j'avais tourné ma main pour qu'il sèche mes doigts. « Tu portes une étoile dans la main ?» me dit-il en souriant. Dans la paume de ma main, il y avait une fleur blanche avec 5 pétales en forme d'étoile. Elle venait d'un arbre planté derrière la fontaine qui montait le long du mur. Près du sol, il y avait d'autres plantes et fleurs de couleur rouge et orange. Cette nuit, en cette étrange période de Noël, j'ai cru voir un ange tomber du ciel, près d'une fontaine, entre le réel et le virtuel, sous les traits d'une petite fille tremblante qui pêchait une étoile. Cette nuit, la grâce est descendue du ciel. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ri. Je suis poète. Les mots me viennent sans réfléchir. C'est comme la varicelle que l'on attrape sans le vouloir. Louis, s'il te plaît. Louis. Quelqu'un appela, alors le garçonnet dut partir. Au même moment, mon père vint me chercher avec son sac de provisions à la main pour rentrer chez nous. C'était presque le matin. Nous avions traversé Paris. C'était un moment magique. Quelques étoiles se dessinaient dans le ciel qui prenait une couleur bleu foncé. J'étais fatiguée, alors papa me prit dans ses bras. Maman et Adam vont être contents. Mais tu dois être bien fatiguée, ma petite chérie. Est-ce qu'au moins ça t'a plu ? Me demande-t-il. J'avais plein de choses à raconter à Adam. C'était mon grand frère qui ne parlait pas, mais j'étais sûre qu'il comprendrait tout. J'étais heureuse. J'ai fermé les yeux, la tête posée sur l'épaule de papa qui courait pour prendre le bus. Ballotté de tous côtés, cela me faisait rire. Le paradis, l'établissement dans lequel papa travaillait, était derrière nous et se fondait dans le paysage.
Depuis, M. Martin, le papa d'Elsa, n'était plus de ce monde, et Madame Martin avait décidé qu'Adam l'accompagnerait au cimetière. Terminer le chocolat et les bonnes nourritures. Un jour, en revenant de l'école, Elsa avait surpris sa mère en train de fouiller dans la poubelle du grand magasin qui se trouvait au coin de la rue. Elle avait alors pressé le pas pour ne pas croiser son regard. Elle ne savait pas laquelle des deux aurait été la plus embarrassée. Faire les poubelles permettait de se procurer de quoi manger, mais les bagarres pouvaient éclater à tout moment. Et puis personne ne jetait de chocolat. Se réunir autour d'un repas ou prendre les transports en commun, c'était devenu de très rares moments de plaisir. Elsa aimait tant monter dans le tramway ou le bus pour profiter du paysage. Dans les bus neufs, les fauteuils étaient confortables. Un jour, un contrôleur leur avait barré le passage. Elsa apprit le mot contravention. Et sa mère s'était effondrée en larmes. Elsa aussi. Madame Martin avait trouvé un travail dans une fabrique de vis. Il y en avait de toutes les sortes. Des petites, des moyennes, des grandes, pour les ordinateurs, le chemin de fer. Tout le monde a besoin de vis. La famille avait dû quitter son logement pour une petite pièce donnant sur la Seine. Un jour, par hasard, Madame Martin apporta une grosse boîte de vis, oubliée sur le parking. Adam posa les vis les unes à côté des autres sur un bout de carton, dessinant ainsi le paysage alentour. « Maman, viens voir !» s'écria Elsa. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» dit Madame Martin en toussant. Déjà, le mal l'arrangeait, et Elsa découvrit qu'incontestablement son frère comprenait tout. Pendant cette période, la famille reçut la visite de quelques personnes qui portaient le signe plus, de couleur rouge, sur leur blouson. Elle le méritait largement, ce plus. Il y avait un monsieur plutôt gros, qui était très gentil d'ailleurs, et Elsa pensait qu'on aurait pu lui attribuer au moins 2 plus. C'était comme à l'école quand la maîtresse distribuait les bons points. Ce monsieur voulait les aider, mais la maman avait peur qu'on la séparât d'Adam. Il existerait de bons établissements pour Adam, mais hélas, bien au-dessus de leurs moyens. Adam aurait pu être pris pour un simple d'esprit, il était comme une rivière profonde, calme en surface, qu'il ne fallait ni brusquer, ni détourner de son lit, sous peine de conséquences imprévisibles. Et puis Monsieur Georges, le chef de Madame Martin, s'était débrouillé pour que la famille puisse emménager dans un 2 pièces situé dans les combles d'un immeuble. Mais l'état de santé de Madame Martin s'était aggravé. Elsa n'allait plus à l'école et Monsieur Georges avait accepté qu'elle travaille quelques heures à l'usine. « Merci, Monsieur Georges, » avait dit Madame Martin dans un chuchotement. « Mais ce n'est rien. » Madame Martin avait dit que, tant qu'il existerait des êtres comme lui, les hommes seraient sauvés. Cela faisait maintenant 2 ans qu'elle ne bougeait plus de la maison. Elsa était devenue officiellement la chef de la famille et travaillait. Malgré les encouragements de sa mère, Elsa refusait de sortir le soir, de la laisser seule et d'abandonner Adam. Elle continuait à porter autant de vis que cela était nécessaire pour Adam. Dans leur petit appartement, les œuvres d'Adam recouvraient le sol. Et puis un jour, le frère et la sœur durent de nouveau se rendre au cimetière. Il faisait chaud ce jour-là, mais Elsa ne pensait plus au temps, au soleil ni au froid qu'il faisait dehors. Tout lui était égal. Elle ne voulait penser ni à sa pauvreté, à ses misérables chaussures en toile crissant dans la neige en hiver ou mouillées sous la pluie, ni à l'absence de ses parents. Ce qui comptait, c'était Adam. Sans Adam, elle mourrait. Il était là, lui, et elle allait continuer à veiller sur lui. C'était tout ce qui lui restait de sa famille. Adam la maintenait en vie. La vie avait repris son cours, et Adam continuait à fabriquer ses cartes. De la fenêtre de leur appartement, il reproduisait Paris et dessinait leur logement. Bientôt, sur le conseil de leur jeune voisine, les cartes prirent place dans des cadres.
Elsa les proposait aux particuliers, mais il était rare qu'une personne se montrât intéressée. Au rez-de-chaussée de leur immeuble habitait Monsieur Max. Il n'était plus tout jeune et vivait seul. Monsieur Max aimait discuter avec Elsa. Il montrait un intérêt particulier pour les travaux d'Adam et en avait acheté quelques-uns. Il bâtissait avant tout de grands projets d'avenir pour lui et pour Elsa, mais Adam constituait une barrière à son bonheur. Il acceptait d'emprunter ce maudit escalier de service pour se rendre au dernier étage où il dépensait son argent. Combien de fois il avait failli tomber et se casser les os? Sa dernière acquisition à la main, M. Max sortait de l'immeuble. Il faut que je me débarrasse de celui-là. Se dit-il tout en jetant son achat à la poubelle. Après une demi-heure de marche, il s'immobilisa pour reprendre ses esprits. Puis il revint sur ses pas et regagna son appartement. Pendant ce temps, au dernier étage, Elsa était contente d'avoir vendu un tableau. L'argent gagné permettrait d'investir dans l'achat des matériaux nécessaires à Adam. Elle poussa un soupir tout en s'adressant à son frère. Ouf, je croyais qu'il n'allait jamais partir. Il est collant. Je pense proposer tes travaux à quelques magasins. On a besoin d'un peu de chance, tu sais. Ça nous ferait du bien. Ce jour-là, il faisait beau à Paris et les couples d'amoureux flânaient sur les quais de la Seine. Elsa et Adam se promenaient parmi les passants. Puis Elsa s'approcha d'un bouquiniste pour proposer les cartes de son frère. « Il faut que je les voie. Vous les avez avec vous ?» répondit le vieux monsieur. « Non, mais je peux vous les apporter. Ce sont de jolies cartes encadrées. » « Les cadres, je n'en veux pas. Je n'ai pas de place, à vrai dire. Mais amenez-les-moi et on discutera. Je suis là tous les jours. Sinon, il y a mon neveu qui me remplace. Je suis Monsieur Pierre. » Merci, Monsieur Pierre. Je suis sûre qu'elles vous plairont. C'est aux gens qu'elles doivent plaire pour qu'ils les achètent. Un an plus tard, Adam continuait toujours à fabriquer ses cartes et quelques-unes étaient exposées dans le stand du bouquiniste. En ce jour d'automne, à Paris, un jeune homme remonta le col de son manteau et accéléra le pas dans l'espoir de trouver un taxi. Peine perdue. Oh, il y a des jours où rien ne va. Les transports fonctionnaient au ralenti, les taxis se faisaient rares, les bus circulaient mal et personne ne se donnait la peine de s'arrêter pour venir en aide aux passants dépourvus. Le jeune homme traversa la rue, puis s'arrêta brusquement. Devant le stand d'un bouquiniste, une carte représentait une jeune fille à la main tendue, tenant une étoile. La carte n'était pas particulièrement joyeuse ni triste, mais elle attirait le regard. Intrigué, le jeune homme posait des questions sur l'artiste, mais pour le jeune vendeur, la journée s'annonçait peu fructueuse. Il perdait patience avec les touristes qui s'intéressaient à tout, sans jamais montrer la couleur d'un misérable petit billet. Voulez-vous l'acheter ou juste savoir le nom de l'artiste ? Excusez-moi. Répondit le client qui s'empressa de sortir son portefeuille. J'achète le tout contre le nom de l'artiste et l'espoir de le rencontrer. Il faut que je parle avec le propriétaire de la boutique. Si vous voulez, laissez-moi vos coordonnées et je vous appellerai. D'accord. Dit-il tout en sortant son calepin et il inscrivit sur une feuille qu'il détacha son numéro de téléphone et son prénom, Louis, en le soulignant. 2 jours plus tard, le vieux bouquiniste contacta Elsa. Il semblait heureux et évoqua le passage d'un client intéressé qui avait acheté les tableaux d'Adam et avait finalement communiqué le numéro de téléphone de la jeune femme. Le soir même, Elsa écoutait le message laissé par l'inconnu pour un rendez-vous. Pleine d'espoir et d'interrogation, elle se préparait. Et si les travaux d'Adam commençaient à porter leurs fruits, elle et son frère pourraient alors envisager de déménager. Pendant ce temps, M. Max perdait patience et avait décidé de prendre son avenir en main. Un jour, il attendit qu'Elsa sorte de l'immeuble pour se rendre au dernier étage. Il savait que la porte de l'appartement restait toujours ouverte pour qu'Adam puisse sortir en cas de danger.
Le garçon était assis à son bureau face à la fenêtre où il travaillait. Devant lui, des vis étaient plongées dans des pots de différentes couleurs. Anxieux, M. Max poussa lentement la porte et se dirigea vers lui. Il se pencha sur le bureau et d'un geste délibéré, renversa un pot. La couleur rouge sanguine se déversa alors sur la table. « C'est débile tout ça. S'exclama M. Max avant de lui demander. Tu prendrais un thé avec moi ?» Il se dirigea alors vers la cuisine et alluma la plaque de cuisson. Mais au lieu d'y poser une casserole d'eau, il y laissa un torchon et attendit que le tissu prenne feu pour appeler au secours. Debout à côté de la fenêtre, Adam fixait du regard M. Max qui, alimentant le feu, se brûla la main et poussa un cri de douleur. Son plan mis à exécution, tenaillé par la peur et la douleur, il bouscula Adam et s'enfuit de l'appartement en poussant des hurlements. À quelques rues de là, Elsa approchait du lieu de son rendez-vous lorsqu'elle reçut un appel des pompiers. Brûlé à la main, M. Max avait exigé avant de partir pour l'hôpital la présence d'une personne compétente pour veiller sur Adam à l'avenir. Il dénonçait la gravité de la situation et le danger qu'Adam représentait pour les autres. Elsa se dépêcha de récupérer Adam qui attendait dans la loge du gardien, immobile et entouré de pompiers. Adam allait bien, mais la responsabilité de la sœur avait été sérieusement mise en cause. Ils rentrèrent chez eux. Les dégâts n'étaient pas importants. Mais maintenant Elsa allait devoir se rendre à une convocation. Dans la soirée, profitant d'un calme relatif, elle composa le numéro de la personne qui lui avait fixé un rendez-vous. Sans succès. De son côté, déçu de son rendez-vous manqué et fatigué d'attendre, Louis regagna sa chambre d'hôtel. Mais ayant besoin de prendre l'air, il décida d'aller marcher et sortit de nouveau. Plus tard, dans la soirée, M. Max frappa à la porte de la petite famille pour prendre des nouvelles d'Adam. Il avait tant de choses à raconter à Elsa, mais surtout et heureusement, il avait été là pour empêcher une catastrophe. Désolé, on parlera demain. La journée a été éprouvante et nous sommes fatigués, dit la jeune femme. Alors je me permettrai de revenir demain. J'aimerais que nous discutions au sujet de notre... Si vous voulez. Bonsoir. Répliqua-t-elle en fermant la porte. Depuis leur retour chez eux, obstiné, Adam avait commencé une nouvelle carte. Il faut dormir, Adam. Je suis désolée. Adam faisait la sourde oreille. Il avait refusé de manger. Au milieu de la nuit, Elsa, s'étant réveillée en sursaut, bondit hors de son lit. Elle devait vérifier quelque chose qu'elle avait vu, mais sans y prêter attention. La nouvelle carte d'Adam avec des vis noires dessinait un homme furieux et chauve. Monsieur Max. Elsa attendait le lever du jour pour aller rendre visite à leurs voisins. Elle devait lui interdire tout contact avec eux. Elle avait besoin d'y voir plus clair. Elle marchait de long en large et réfléchissait. Mais qu'est-ce que je peux être bête ? Pourtant, maman répétait toujours que lorsqu'on est pauvre, on doit garder les yeux ouverts. Elle racontait, dans un demi-sourire, que si les hommes vivaient comme des animaux dans un milieu sauvage, rares seraient ceux qui auraient la chance de survivre, car la nature ne pardonnait rien. Elle disait aussi qu'on ne doit pas vouloir de mal à qui que ce soit, mais qu'on ne doit laisser personne se jouer de nous. Je n'ai pas été assez prudente, se reprocha Elsa. Adam dormait. Le jour était presque levé quand elle mit la cafetière en route. Elle pensait au programme de la journée. Aller voir M. Max, puis organiser une balade avec Adam, lorsque la sonnerie du téléphone retentit. Le coup de fil parlait d'un homme victime d'un accident de voiture, transporté la veille aux urgences. Il ne possédait aucun papier d'identité sur lui, et ses poches ne contenaient qu'une feuille où il était écrit ce numéro de téléphone. Sans pouvoir tout comprendre, Elsa se rendit à l'hôpital aux urgences. Elle expliquait à une infirmière la raison de sa présence, quand toutes deux entendirent le hurlement d'un patient venant d'une chambre. Un instant, s'il vous plaît, dit l'infirmière. À l'autre bout du couloir, Louis, encore sous le choc de l'accident, sortait de sa chambre et demandait à rentrer chez lui. Regagnez votre lit et attendez le médecin, s'il vous plaît.
ordonnait une autre infirmière. Puis les infirmières se précipitèrent vers la chambre d'où provenaient les cris. Allons, monsieur Henry, qu'est-ce qui se passe encore? Elle veut m'empoisonner, je l'ai vue. Ici, personne n'empoisonne personne. C'est votre épouse. Vous êtes tombée cette nuit. Vous vous rappelez? C'est un vieux fou. Je vous l'avais signalé pourtant. Dit Madame Henry. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Je vois, vous êtes avec elle. Hurla Monsieur Henry qui croyait découvrir un complot. On n'est avec personne. Alors, qu'est-ce que vous fichez là? Répliqua le vieil homme qui prit le vase à côté de lui. Louis s'approchait et Elsa s'avançait de l'autre côté, le temps d'un éclair. Chacun fixa l'autre des yeux sans pouvoir détourner son regard. Soudain, le vase fut jeté hors de la chambre et heurta Louis qui s'effondra dans le couloir. « Ce n'est pas vrai. Je vais me fâcher maintenant, monsieur Henry. » s'écria l'infirmière. Elsa, penchée sur le jeune homme, s'empara des fleurs tandis que celui-ci ouvrait lentement les yeux. « Bonjour !» « Bonjour !» dit Elsa. Peu après, l'infirmière et Louis discutèrent avec Elsa. C'était par hasard que Louis se trouvait à Paris. Son chef ayant été retenu, Louis avait dû le remplacer pour une réunion dans la capitale. Lorsqu'ils furent sortis de l'hôpital, Louis et Elsa marchèrent des heures dans les rues de Paris. Il était tard lorsqu'elle s'apprêta à le quitter. « Dînons ensemble, voulez-vous » lui proposa Louis. « Désolé, mon frère m'attend. » « Alors, laissez-moi vous accompagner chez vous, et on pourra dîner tous les trois. » C'est que... D'accord, l'appartement est petit, mais vous ferez ainsi la connaissance d'Adam. Louis découvrit un modeste appartement. Il était heureux d'être aux côtés d'Elsa et d'avoir rencontré Adam. Il observa son hôte qui dressait généreusement la table. « Vous avez laissé tomber un papier. » dit Louis en ramassant une feuille et en y jetant un coup d'œil par mégarde. « Merci, » répondit-elle avant de déposer la convocation sur le réfrigérateur. Elsa semblait moins préoccupée par cette démarche, mais elle savait qu'elle devait la prendre au sérieux. Après le dîner, Elsa et Louis contemplèrent Paris par la petite fenêtre du modeste logement, tandis qu'Adam dormait paisiblement. Elsa n'était pas vraiment en colère contre Monsieur Max. Elle avait en fait plutôt pitié de lui. Elle savait qu'on ne pouvait pas discuter avec une personne ignoble, mais lui faire comprendre de s'écarter de son chemin. Elle était décidée à ne plus lui accorder d'importance. C'était un pauvre homme qui était devenu la première victime de ses méchancetés. La vraie pauvreté, c'est celle qui ravage l'âme d'un être. Elsa ne savait pas pourquoi, mais elle avait envie de changer de vie et de reprendre des études. Ces moments de bonheur d'alors lui manquaient. Il y avait tant de projets qui envahissaient l'esprit de la jeune femme. Depuis toujours, elle voulait qu'Adam ait une pièce rien que pour lui. Mais elle souhaitait aussi tomber amoureuse et connaître le bonheur. Pour elle, les moments de bonheur qui ne duraient jamais éternellement devenaient des instants de grâce et la source du changement pour aller de l'avant. Quelques jours plus tard, elle souhaita un bon voyage à Louis avant de se rendre à la convocation. Alors qu'elle attendait dans le couloir, l'assistante sociale vint la chercher. « Je vois que vous travaillez. Or, votre frère a besoin d'une constante surveillance. Et il est donc de mon devoir d'en avertir les instances responsables. » « S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Mon frère a besoin de moi. » demanda Elsa. « Écoutez, madame, jusque-là, vous aviez déjà eu le temps nécessaire pour réfléchir. Vous ne croyez pas ? » ?»« Oui, mais... » « Bonjour, désolé d'être en retard. Je suis un ami de la famille. » dit Louis en rentrant. Elsa fut étonnée de le voir, mais préféra ne rien dire quand l'assistante sociale lui demanda. « Voulez-vous que monsieur reste ?» Et Elsa acquiesça. De nouveau, l'assistante sociale évoqua le manque de moyens de la jeune femme et le danger qu'Adam pouvait représenter pour lui et pour les autres. Elsa se défendait et ne voulait pas être séparée de son frère, sous prétexte de son bien-être à elle ou de celui d'Adam. Elle refusait aussi de partir habiter loin au risque de perdre son travail. Certes, les conditions ne sont pas idéales, mais regardez cette rose. Touchez, on sent à peine le relief. Pourtant, il a fallu 1257 vis de couleurs différentes pour la réaliser. Dites-moi qui serait capable d'accomplir un tel exploit. Je vous assure que moi,
j'en suis incapable. Si vous voulez nous aider, aidez Adam. Commencez par frapper aux portes des bureaux et parler avec les responsables. Au lieu de le chasser dans une institution à vie, donnez-lui sa chance. Exposez ses œuvres, sinon, laissez-nous nous en occuper. Et quels sont vos moyens ? rétorqua l'employé. Je suis un simple journaliste, mais la question n'est pas là. N'empêche que pour l'instant, il n'y a rien de concret que madame puisse me proposer. Laissez-nous le temps, à mademoiselle et à moi, rien que quelques mois. Je sais que vous êtes débordés, mais il s'agit d'une vie et d'une famille. 3 mois, pas plus. Et tenez-moi au courant. En sortant du bureau, Elsa ne savait trop que penser. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et si je n'y arrivais pas ? Et pourquoi on n'y arriverait pas ? Je ne pars plus. Tous les deux, nous pouvons nous occuper d'Adam, mais seulement si tu veux de moi. Demanda Louis d'une voix étouffée avant de poursuivre. Je crois au potentiel d'Adam. Elsa écoutait Louis qui se tenait devant elle. Elsa pensa à sa mère qui disait qu'il ne fallait pas chercher les anges dans le ciel ou les démons en enfer, car c'était bien sur terre qu'ils vivaient. Et pour nous, la décision t'appartient. Dit Louis. Je voudrais que tu saches que je n'abandonnerai jamais Adam, que j'ai envie de reprendre mes études. Je ne sais pas si je réussirai, mais j'y tiens. C'est d'accord. Dit Louis en lui tendant la main. En ce début d'hiver, Elsa sentit la douceur du soleil sur son visage.